Avez-vous déjà entendu parler des soldats japonais qui ne se sont pas rendus en 1945 et qui ont continué à passer des décennies cachés dans la croyance que la Seconde Guerre mondiale continuait à faire rage? La ville dans laquelle j'ai vécu au début de ma vie m'a offert une expérience similaire. Dans notre petite ville, nous avons tous grandi avec la même histoire. Nous étions à la fin du mois d'octobre 1962 et la crise des missiles cubains menaçait d'engloutir notre planète dans une apocalypse brûlante. Le soir du 27 octobre, les habitants de la ville se sont mis au lit pour une nuit de sommeil inévitablement agitée, tandis que la radio et la télévision diffusaient en arrière-plan des commentaires de plus en plus inquiets sur la situation en cours. À un moment donné, les signaux se sont brouillés avant de se transformer en électricité statique, et le bruit des actualités en direct a soudainement cruellement manqué. Avant l'aube, des hommes inconnus en treillis militaires ont fait du porte-à-porte et ont conduit les habitants de la ville dans le grand abri construit sous leurs pieds, en prévision du scénario exact dont ils avaient été alertés. Certaines personnes auraient refusé, expliquant qu'il n'y avait pas eu de communication officielle sur une attaque ou un état de guerre, et qu'elles se soumettraient si elles l'entendaient à la radio ou à la télé. Une rumeur de mon enfance disait qu'aucune de ces personnes n'avait été revue. Je suis né 10 ans après cette nuit-là. Mon premier souvenir est celui d'une partie de catch contre un mur de béton en décomposition dans le refuge. C'était un endroit assez grand, plus grand que ce à quoi on pouvait s'attendre pour une ville de notre taille, et nous faisions de notre mieux pour imiter les vies qu'on nous avait toutes volées. Ces efforts étaient louables, mais en fin de compte, infructueux. Il y avait une petite école miteuse pour les enfants, une cuisine communautaire avec d'énormes stocks d'affreuses conserves et de grandes pièces remplies de rangées et de rangées de lits superposés en métal rouillé. Malgré tout, la vie dans le refuge était épouvantable. Je ne souhaiterais à personne d'être coincé sous terre avec des centaines de personnes pendant des décennies. Et cette existence morne a fait des ravages chez les habitants les plus âgés qui avaient connu une vie bien meilleure que celle-là. Une salle est devenue célèbre pour le nombre de personnes qui s'y sont donné la mort. Ils devaient faire preuve de créativité avec des ressources aussi limitées, et il fallait parfois des jours ou des semaines pour que quelqu'un meure, après s'être ouvert les veines avec un couteau émoussé et rouillé. Je le sais, car mon père est mort dans cette pièce maudite. On a trouvé son corps, sans vie, suspendu au plafond, et la petite fille de 10 ans que j'étais était restée dans un état d'agonie. Je n'ai pas parlé pendant des mois après l'événement, et parfois, j'aimerais encore que ce soit moi, plutôt que lui. Au moins, je n'aurais pas été accablé par les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'école, on nous a enseigné les conséquences de la nuit qui a déclenché tout cela. On nous disait que la majeure partie de notre pays et du monde avait été ravagée par des nuages de fumée et des colonnes de feu, que la vie sur le sol, au-dessus de nous, était pratiquement impossible, que nous devions rester là, pour toujours, sous peine d'être confrontés aux horribles morts dont nous avions été sauvés. Il y avait beaucoup de règles pour s'assurer que nous respections ces idéaux, mais nous étions bien trop terrifiés pour être sceptiques à l'égard de tout ce qu'on nous enseignait, et ces règles n'ont donc pas été enfreintes. Il m'a fallu attendre l'âge de 19 ans pour remettre en question les enseignements que nous étions censés considérer comme des vérités absolues. Vous voyez, même si j'étais un bon citoyen et que je respectais les règles du refuge, j'avais une petite habitude sournoise. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je m'ennuyais ou que je voulais simplement désobéir aux règles, apparemment arbitraires, pour une fois. Mais j'étais presque obsédé par l'exploration des coins et recoins du refuge. Trouver des endroits intacts et des indices d'une vie qui n'existait soi-disant plus me procurait un frisson que je n'aurais jamais cru possible dans cet endroit. Ces indices étaient généralement ennuyeux, mais un jour, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé à la fois émerveillé et terrorisé. Une fenêtre. Au début, je ne savais pas ce que c'était, car lorsque je suis tombé dessus, je n'ai vu qu'une accumulation de poussière et de toiles d'araignée en forme de carré.
Mais je me suis rapidement mis au travail pour enlever les couches qui s'étaient accumulées au cours de ce qui devait être de très nombreuses années, et révéler quelque chose qui sortait de mes rêves les plus fous. Un paysage incroyablement vert se dressait devant mes yeux. Le ciel était d'un bleu profond, avec quelques nuages flottant de temps à autre, et les maisons abandonnées des décennies auparavant gisaient là, dans un état de délabrement qui leur conférait un caractère unique. J'ai dû rester là pendant des heures à tout contempler. Je me demandais pourquoi le monde qu'on m'avait enseigné n'était pas celui que je voyais. Je me demandais pourquoi nous avait-on menti. À un moment donné, j'ai regagné mon lit superposé et je me suis installé pour une nuit de sommeil agité, mes rares moments d'inconscience étant transpercés par le paysage soi-disant impossible que j'avais vu. Il m'a fallu des semaines pour trouver le courage d'y retourner, car j'étais terrifié à l'idée que mes yeux m'aient trompé, que je perdais la tête et que je finirais dans cette pièce avec le même destin que mon père. Je ne pouvais en parler à personne. Ils auraient pensé que je perdais aussi la tête, et c'est compréhensible. Mais j'ai fini par y retourner, armé d'un petit morceau de mon lit que j'avais réussi à casser. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un désir ardent d'entrer dans un monde dont on vous a toujours dit qu'il vous tuerait dès qu'il en aurait l'occasion ? Parce que moi je le sais. La parfaite palette de couleurs qui s'offrait à moi était trop forte pour que je puisse y résister. Il fallait que j'y aille. Faire courir mes doigts sur l'herbe verte et respirer l'air qui m'était destiné. Et c'est ce que j'ai fait. La fenêtre était suffisamment grande pour qu'une fois le verre brisé en minuscules morceaux, il me soit facile de sortir. J'ai fait mon premier pas, en dehors de l'abri, et j'ai inspiré aussi longtemps que j'ai pu, tandis que mes poumons se remplissaient d'air frais et vivifiant. J'ai tourné la tête vers la fenêtre pour constater qu'elle avait disparu. Le béton nu s'étendait devant moi, et le chemin qui m'avait permis de sortir ne me permettait pas de rentrer à nouveau. Malgré ma confusion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité redondante oubliée depuis longtemps. Mais j'ai vite oublié cela, en me concentrant sur la réalité de la vie à l'extérieur de cet endroit. C'était réel. Tout était réel. Je ne perdais pas la tête. Tout ce que j'avais vu par la fenêtre était exactement le même une fois que je m'étais débarrassé de ces contraintes. Tout, sauf une chose. Elle était hors de vue depuis la fenêtre, et je ne l'avais donc pas vue avant de sortir. Elle perçait le paysage immaculé qui m'entourait. Une camionnette de l'armée. Les 4 portes étaient ouvertes, et il y avait une personne seule sur le siège avant. Sa tête était traversée par un trou de balle, et le sang de l'incident avait séché depuis longtemps. En m'approchant de la camionnette, j'ai remarqué un morceau de papier sous le pied du soldat décédé. Il était écrit « À quiconque ait la chance de lire ceci. Je suis désolé. Désolé pour ce que nous avons fait à votre peuple, à vos familles. Pendant la guerre froide, l'unité pour laquelle je travaillais a reçu l'ordre de mettre en œuvre une expérience psychologique. Elle est allée trop loin. Nous étions censés vous garder à l'abri pendant 1 an, pour tester notre préparation à ce qui semblait être un avenir inévitable, pour savoir si un abri de cette envergure et de cette nature pouvait être notre planche de salut, notre espoir de reconstruire la civilisation si les bombes finissaient par tomber. C'était pour le moins contraire à l'éthique, mais je l'ai rationalisé en me disant que je rendais service à notre nation. Je me suis dit que nos recherches nous permettraient peut-être un jour de rester en vie, même si cela impliquait des troubles mentaux pour les habitants de votre ville. Eh bien, 1 année s'est écoulée depuis longtemps. Lentement, l'intérêt des gouvernements et des militaires pour cette petite expérience s'est tari. La nuit où tout a commencé, on vous a fait croire que les bombes se rapprochaient rapidement de notre pays. Les personnes qui ont refusé de croire notre parole, légitimées uniquement par les treillis de l'armée et les voix des commandants, étaient les plus intelligentes. C'est pourquoi nous avons eu si mal lorsque nous avons reçu l'ordre de les aligner contre un mur.
et de les abattre. Ils méritaient tellement mieux. La vérité est que les tensions de la guerre froide ont commencé à s'apaiser après le point culminant émotionnel de la crise des missiles, et qu'au fil des ans, le besoin d'abri a diminué. Comme je l'ai déjà mentionné, l'intérêt pour notre expérience s'est également estompé. Au fil des mois et des années, nos hommes ont quitté les lieux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Peut-être que la culpabilité que je ressentais, la culpabilité qui me rongeait à chaque instant, m'a poussé à rester ici. Je n'avais aucun but, aucune ressource, et aucun moyen d'atteindre les personnes que nous avions condamnées à une vie misérable des années auparavant. Pourtant, les vestiges vides de la ville d'autrefois ont gardé une forte emprise sur moi, et je n'ai jamais pu partir. Je ne partirai jamais. C'est ici que je mérite de mourir, que je mérite de payer pour les péchés que j'ai commis sur les gens qui étaient ici autrefois. J'espère, et je prie pour que cette lettre trouve un jour un citoyen de cette ville condamné. Et j'espère que ma confession pourra vous apporter un peu de paix. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, non, et je ne le mérite pas non plus. Mais sachez que chaque instant que je passerai en vie sera consacré à des regrets incroyablement profonds. J'ai un dernier souhait. Veuillez enterrer mon corps et cette lettre aussi profondément que possible dans le sol de cette ville. Je mérite d'être condamné à jamais à une existence sous la terre où tout a commencé. Une existence à laquelle vous avez été injustement forcé de participer. Et j'espère que ma douleur est bien pire que la vôtre. Au revoir. J'ai dû sangloter pendant des heures après avoir lu la lettre. Et les jours et les semaines qui ont suivi n'ont été qu'un brouillard. La plupart de mes souvenirs se résument à mes tentatives de retour au refuge, dans un effort désespéré pour donner à mes concitoyens la liberté de la vie que nous étions censés avoir. À chaque tournant et à chaque entrée, je me heurtais à des mètres de béton, et je n'ai jamais réussi à rentrer dans l'abri. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai essayé, mais j'ai fini par abandonner, et j'ai décidé d'exaucer le dernier vœu du soldat décédé. J'ai creusé pendant des jours, et je l'ai enterré à l'extérieur de la zone où se trouvait la fenêtre. Je sais qu'il a dit qu'il ne méritait pas le pardon, mais il a eu la dignité de comprendre la nature horrible de ce qu'il a fait, et il est resté avec nous jusqu'à la fin. C'était un homme bien meilleur que ceux qui nous ont laissés derrière eux, oubliés et condamnés. J'espère que ses regrets seront lavés dans le sol de notre ville. Quant à moi, j'ai quitté la ville depuis longtemps. J'ai perdu mon chemin en partant, et on ne m'a jamais dit le nom original de la ville dans le refuge. Donc malheureusement, les souvenirs sont la seule preuve de mon expérience passée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer au monde extérieur. Mais depuis mon évasion, je me suis habitué à ma nouvelle vie. Cependant, je n'oublierai jamais ce que j'ai laissé derrière moi. Même si c'était il y a une dizaine d'années, toute ma vie était dans ce refuge. Tous ceux que je connaissais, et tous ceux que j'aimais. Peut-être qu'un jour, les habitants de la ville que j'ai connue seront accueillis avec la même vue de ce ciel bleu et de prairies vertes que celle que j'ai eue. En attendant, j'espère désespérément qu'ils trouveront dans le refuge une existence meilleure que celle que j'ai connue.